largest and richest continent in the world. Dans l'abîme de la pensée, un vent nouveau s'est levé. Yann Rochdy le sage a le verbe affûté. Il prône la virilité, mais pas dans l'arrogance. Son message est clair pour une révolution viriliste. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rochdy, le guide avec sagesse et rigueur vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. Des vidéos, des mots pour éduquer et inspirer. Il déconstruit les mythes, les idées à dénoncer. Avec passion et ardeur, il trace le chemin pour ceux qui cherchent la vérité, loin du commun des mortels. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rochdy, le guide avec sagesse et rigueur vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. La culture, la guerre, la vie, il les dissecte. Philosophe moderne, il nous enseigne et respecte. Contre la sorcellerie, il vogue, il défie. Le rochdisme, c'est une quête vers la vérité. Le virilisme, l'épicurisme, le christianisme, l'accélérationnisme, c'est la fractale du rochdisme. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rochdy, le guide, avec sagesse et rigueur, vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. Vous êtes en direct de la révolution viriliste. Avec Yann Rochdy. Hey, bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 5 mai 2025, la fondation de la East India Company, première partie de la recension de The Anarchy, The East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire de William Dalrymple. Donc la vraie histoire, la vraie de vraie histoire de la East India Company. On va commencer avec un retour sur l'enquête du citoyen chrétien. Et donc, l'histoire du concept de souveraineté qui est au cœur de cette idée du citoyen chrétien. L'histoire officielle de la relation indo-britannique est occultée. Non. L'histoire officielle occulte la vraie histoire. Une histoire plus complexe qui ressemble à l'histoire du Canada de 2025. Une histoire qui est occultée. Donc, la East India Company était un empire tributaire exerçant la souveraineté dans les possessions de la couronne, au nom de la couronne britannique et au nom des actionnaires. Très important, c'est les deux. Une histoire qui commence en 1599 dans l'Angleterre de la reine Élisabeth Ier. Une histoire avec des débuts très modestes. 144 ans de relations avec l'Inde avant le début de la vraie Première Guerre mondiale en 1752 et non pas en 1756. Et donc, on va voir qui sont les forces en présence dans le sous-continent indien ainsi que dans les océans.
l'effondrement de l'empire Moghol en anglais, ne s'est pas effectué comme dans un film, sauf à un moment, et je vais vous faire le récit, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, je vous rappelle que mon travail n'est pas gratuit, et c'est la saison morte, et il n'y a personne. Et j'ai besoin des patriciens qui font des dons à chaque semaine pour continuer mon travail et payer des abonnements sur YouTube aux gens qui sont dans le chat, aux rares, parce qu'il fait beau, il fait 24 degrés présentement. Et donc c'est ça, on est dans le rouge, le trésor rochdien ne fonctionne pas. On a donc 5$ par mois pour voir le contenu qui est réservé aux membres, parce que ça va couper à un certain moment, après quelques dizaines de minutes sur YouTube le lendemain, à partir du 6 mai. Vous allez dans la section souscription, vous avez le contenu réservé aux membres avec la pastille verte. Vous pouvez aussi aller sur yanrojdi.com, ça c'est mon site web qui dépend de vidéos, 5$ par mois aussi. Vous avez le contenu payant qui est tout et non censuré, parce que sur YouTube, il y a beaucoup d'extraits qui sont retirés pour droits d'auteur notamment. Vous pouvez aussi vous abonner sur yanrojdi.substack.com. Vous allez dans la section podcast ici, vous avez tous les contenus. Ça envoie des infolettres gratuites et payantes. Les infolettres gratuites, vous voyez à chaque semaine les contenus que vous avez peut-être ratés et que vous voulez peut-être réécouter. Et vous avez la version YouTube et la version sur yanrojdi.com. Comme par exemple ici, j'ai remis la recension du livre San Francisco de Michael Schellenberger qui explique comment les hordes de morts-vivants arrivent dans les centres-villes, sont invoqués dans les centres-villes. Donc c'est ça. Vous pouvez aussi envoyer des dons via Gives & Go, la taverne mobile, aider à payer le matériel que je me suis acheté. Vous pouvez aussi envoyer des dons sur Buy Me a Coffee. Vous pouvez scanner le code QR. Vous pouvez envoyer des dons via Ethereum, Bitcoin, Interac. Et c'est ça. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'est invariable. C'est invariable. C'est invariable. Je vais me trouver un autre job. Donc, dans notre collection de recensions appelée Le Citoyen Chrétien, nous avons voyagé jusqu'à l'Antiquité afin de mieux comprendre les conflits modernes et l'histoire de nos institutions. D'où ce que ça sort. D'où ce que les idées viennent. D'où ce que notre ontologie de chrétien, de citoyen chrétien vient. D'où ce que ça vient. Comment se positionner comme individu dans notre contexte présent, actuel, ce qu'on appelle en anglais situational awareness. Être conscient de nos alentours. Donc, je vous rappelle qu'il y a des degrés de dépendance qu'on a étudiés avec Jean Bodin sur les 6 livres de la République, les 6 livres de la souveraineté. Les 2 titres sont souvent recensés. Donc, il y a 6 degrés de dépendance pour les personnes qui participent à l'époque du Moyen-Âge de la Renaissance. Donc, des niveaux de souveraineté individuelle. Parce qu'on n'est pas en démocratie. Donc, tu pouvais être le souverain absolu. Tu pourrais être un prince fédéré. Donc, un prince qui dépend d'un autre prince. Tu peux être un prince sous protection. Comme par exemple, être sous protection de l'OTAN ou du NORAD, comme le Canada. Tu peux être un prince tributaire. Ça, c'est un petit peu plus bas. Toujours un petit peu plus bas. Un prince tributaire, c'est un prince qui paye des taxes. Par exemple, les pays qui sont dans l'Union européenne sont des princes tributaires. On a ensuite de ça le seigneur liege-vassal. Donc la relation liege-vassal, c'est qu'un vassal qui dépend, qui est lui-même un seigneur. Un vassal qui est lui-même un seigneur. Donc par exemple, le gouvernement du Québec, la baronnie rochdienne, ce sont des liges vassales. Ensuite de ça, le dernier, le sujet. Le sujet, donc le serf. Vous qui continuez à vivre dans le système actuel, vous êtes des sujets. Et donc, deuxième chose qu'il faut comprendre au niveau de c'est quoi la doctrine de la force, c'est quoi le réel régime sous lequel on gouverne et on vit, dans lequel on vit sur le plancher des vaches
au Canada, encore aujourd'hui. Donc, tu as 3 niveaux d'échelle dans les organisations humaines géographiques spatialisées. Donc, tu peux fonder une ville, une communauté, une baronnie. Hein? Ensuite de ça, deuxième, quand ta ville, ta communauté, ta baronnie commence à avoir des territoires plus élargis, tu vas appeler ça plutôt un duché ou un royaume. Donc, quand que la baronnie rochedienne va avoir assez de territoire aux alentours, je vais pouvoir établir un duché et être un duc et avoir plusieurs seigneurs sous moi. Ensuite de ça, quand tu es capable d'agglomérer des royaumes et des duchés, là, tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle un empire. Et donc, ensuite de ça, il y a 5 attributs à la souveraineté. Faire des lois, législation, conclure la guerre et la paix, diplomatie, dernier appel judiciaire. Donc, le souverain est celui qui a le dernier mot au niveau de la justice, le ius. Ensuite de ça, lever les taxes et les impôts. Ensuite de ça, battre monnaie. Ce sont les attributs de la souveraineté. Ce qui démontre encore une fois que il y a plusieurs entités au Canada et au Québec qui manient déjà des attributs de la souveraineté. Dans une lecture, dans les lectures de 2022-2023, nous avons aussi découvert quelque part le secret des empires et le secret des civilisations. Il va falloir que vous alliez regarder ces podcasts-là si vous voulez avoir le détail. Mais je vais vous révéler encore une fois c'est quoi ces secrets-là. Donc, le secret des empires, les empires qui se perpétuent, qui croîtent, qui grandissent, qui sont puissants, se maintiennent, sont capables de contrôler la sphère de l'information. Donc, que ce soit la logistique, l'économie, la culture, la religion. Si un empire perdure, c'est grâce à son contrôle des informations. Les informations comme des données, des data, des bits. Ensuite de ça, comment une civilisation est capable de perdurer. Là, quand on est rendu au niveau de la civilisation, c'est culture, génétique, géographie. C'est ça une civilisation. C'est circonscrit. C'est un objet physique. C'est de la démographie. C'est scientifique. Quand on est rendu au niveau civilisationnel, si une civilisation veut transmettre sa génétique, elle doit être capable de développer son potentiel énergétique. Donc, là, on passe à un autre niveau. La sphère impériale, c'est le contrôle de l'information et la sphère civilisationnelle, c'est être capable de développer son potentiel énergétique parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, on parle de production énergétique, stockage énergétique et densité énergétique. C'est comme ça qu'au niveau physique, on peut mesurer ces objets, ces entités de sciences politiques. Donc, nous avons aussi vu que le Canada et les États-Unis et le Mexique sont sous assaut d'une guerre de l'opium 3.0. Et donc, la lecture actuelle fait le lien. Donc, on va se déplacer dans le contexte des 2 premières guerres de l'opium. En fait, il s'agit d'une guerre coloniale, la guerre du fentanyl et des méthamphétamines. C'est une guerre coloniale comme les 2 premières guerres de l'opium. Donc, c'est quoi une guerre coloniale? C'est une guerre où il y a des entités qui ont fondé des villes, des colonies, des provinces dans d'autres continents. Comme par exemple des Anglais, des Britanniques puis des Pays-Bas en Inde et dans les Indes orientales. Et qui se font la guerre et en Europe et en Asie. C'est ça une guerre coloniale. La guerre est coloniale parce qu'elle débute dans la colonie.
Donc, nous allons en Inde pour voir le vrai contexte historique du 17e, 18e, 19e siècle. Donc, les deux premières guerres de l'opium et comment le Canada d'aujourd'hui ressemble à l'Inde de cette époque. Aujourd'hui, on a, comme avant et comme dans les guerres coloniales qu'on va voir aujourd'hui, on a plusieurs entités ethniques qui participent. Les Sikhs, les musulmans, des Pakistanais, des Indiens, des Hindous, des Perses, name it. C'est la même affaire. C'est la même affaire à cette époque-là, 17e, 18e, 19e siècle, et c'est la même affaire aujourd'hui. Donc, introduction. Un des premiers mots indiens qui est arrivé en anglais, parce que l'anglais prend les mots des autres races, cultures pour les assimiler, les parasiter. Un des premiers mots qui est arrivé dans le vocabulaire anglais, c'est loot. Looting, donc le pillage. 18e siècle, donc les premiers qui ont commencé à utiliser des mots indiens pour décrire ce qu'ils faisaient, c'était donc... Ah, donc j'ai une guêpe dans ma chambre. Ça commence la saison. On a... Donc c'est ça, on avait le loot des capitaines de bateaux au 18e siècle qui utilisaient le loot pour expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient aux gentils indiens. Deux visions de l'époque victorienne à cette époque-là. Donc, comment les gens percevaient ce début des relations indiennes. Donnez-moi une minute. Petite pause insecte. On est bon. On est bon, c'est réussi. J'ai eu un demi-point d'XP. Donc, oui, deux visions de l'époque historienne, victorienne. Donc, il y a la version officielle qui est, par exemple, sur une peinture. Une peinture qui a été commissionnée par William Rothenstein sur les murs de la Chambre des communes anglaise, britannique, House of Commons, à Londres. Donc, c'est la mémoire officielle du processus du début de la diplomatie et de la mission civilisatrice des Britanniques en Inde. Donc, la mémoire officielle du premier contact entre les diplomates britanniques et les Indiens. Cette muraille-là est à St. Stephen Hall. Et ça fait partie d'une série de murailles pour construire ce qu'on appelle Building of Britain. C'est une histoire qui a été donc commissionnée par des peintres et donc peinturée sur les murs du Parlement. Donc c'est très important comprendre que peu importe l'entité politique qui souhaite se transmettre dans le temps, doit archiver son histoire. Que ce soit avec des documents, avec donc le maniement du sceau pour tout ce qui est publié, diffusé comme information, que ce soit les archives financières, que ce soit les codes de loi, tout ça, ça doit être archivé. Et donc, quand t'es rendu avec une histoire officielle, tu fais juste être encore plus légitimé au niveau de ton gouvernement. Donc, en fait, la vraie histoire se trouve sur une deuxième peinture qui n'est pas en lieu public. Il y a dans un château du pays de Galles, un château qui s'appelle Powys Castle, dans les Marais. Il y a donc une peinture spéciale. Le château a été construit par Owain Gruffydd Gwynwynwyn au 13e siècle, après avoir abandonné son titre de roi du pays de Galles, abdiqué au roi de l'Angleterre. Dans ce château, au départ, il n'y avait pas beaucoup de richesses. Mais il est arrivé quelque chose autour du 18e, 19e siècle qui a fait que
le propriétaire du château a accumulé une partie des richesses de l'Empire indien, de l'or, des joyaux, de l'argent, des trucs en ivoire, de la soie, des armures d'éléphants, des trophées des armes exotiques, des trophées de guerre, des peintures, des rubis, des joyaux et même le palanquin de Siraj Ud Dola, abandonné à la bataille de Placé. Le Nawab, ça c'est le gouverneur du Bengale, comme le tigre de Bengale, et la tente de campagne du sultan Tipu, le tigre de Mysore. Et donc, dans ce château, il y a la deuxième peinture. La peinture de l'empereur moghol musulman Shah Alam, exilé de Delhi, défait par les troupes de la East India Company, qui est en train de parlementer, donc, avec des gens de la East India Company, avec un parchemin qui donne le droit de lever des impôts au Bengale, à Bihar, à Orissa, pour Robert Clive, le boss de la East India Company. Donc, c'est la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que très rapidement, les Indiens se sont vus subjugués par la East India Company. Et donc, c'est la vraie histoire. C'est ça la vraie histoire de la mission civilisatrice des Anglais en Inde. En 1803, l'armée privée de la East India Company comprend 200 000 hommes. Et donc, dans cette histoire de la East India Company, nous allons revalider l'histoire de la première vraie guerre mondiale, 1752, 1756, 1763. Ça, c'est des dates qui vont revenir. Donc, comment la East India Company a pu subjuguer un empire, un empereur, l'empereur moghol. Premièrement, et au centre de tout ça, l'effondrement du pouvoir central de l'empire moghol. Parce que, en effet, les Indiens étaient déjà subjugués à cette époque-là par des empereurs, une série de régimes musulmans. Donc, à l'intérieur de l'empire moghol, il y avait des luttes de factions, des luttes intestines. Il y a eu aussi des pressions, des invasions extérieures, des occupations étrangères. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que la East India Company, avec des guns, avec des caravelles, avec des tactiques d'armée modernes, ont profité du contexte historique de l'Empire moghol. Et donc, la East India Company était un outil politique, guerrier et colonial pour le royaume britannique, la couronne. Un genre de PPP, partenariat public-privé, 100% politisé depuis le début, tout en étant une institution publique ouverte à tous les actionnaires. Ce qui est arrivé très rapidement, c'est donc beaucoup de lobbying, donc de corruption. La East India Company qui va s'ingérer dans les affaires du Parlement. En fait, très rapidement, la East India Company va prendre le contrôle d'une partie de certains gouvernements. La East India Company va aussi participer aux guerres de l'opium. La East India Company, c'est aussi ceux qui ont livré le thé qui a fini dans un certain party de thé à Boston. La East India Company est un empire tributaire au sein d'un empire, donc un empire sous un empire. Un empire tributaire mercantiliste, dont le but est de faire du cash. Donc, en implantant des colonies, en faisant des conquêtes, en vendant de la drogue, en faisant du commerce et en recevant des bail-outs politiques. Et oui,
La East India Company a reçu de l'argent des contribuables britanniques. Donc, qui étaient les ennemis de la East India Company à cette époque-là? Donc, nous avons au centre de la situation en Inde les Nawabs du Bengale et d'Awadh, les sultans musulmans Tipu Mizar et la Confédération indienne hindoue Marathas. Ça, c'est les ennemis coloniaux. Évidemment, comme ennemis européens, il y avait les Dutch, les Pays-Bas et les Français. La désintégration de l'Empire moghol a créé les conditions de l'âge d'or culturel et économique là où il n'y a pas eu effondrement. Donc, l'Empire moghol, les empires sont toujours concentrés autour d'une métropole en particulier, où siège l'empereur. C'est là que tout l'argent est distribué, les faveurs sont distribuées. Le cœur de l'Empire moghol, c'était Delhi et Agra. Et donc, tout autour, dans la périphérie de ces deux villes-là, il y a eu, après l'effondrement de l'Empire moghol, un âge d'or culturel et économique. Donc, ça s'appelle le processus de destruction créative par l'anarchie. Et donc, on permet aux peuples qui veulent revendiquer cette souveraineté-là de proposer leur construction autonome. Donc, le livre de William Dalrymple a été écrit 2021 à partir des archives officielles de la East India Company. Donc, ce sont des vraies archives avec des vraies informations citées, sourcées, facilement validées. Donc, des documents des opérateurs et du bureau central, Head Office, qui sont archivés à la British Library de Londres. Il y a d'autres versions avec plus de détails au niveau dans les bureaux de Calcutta. Et les archives sont au National Archives of India à Delhi. En plus de ça, l'auteur est allé, avec l'aide de certains contacts, chercher des sources perses qui toujours pas traduites en anglais et en français. Donc, on a des informations. Par exemple, certains historiens, comme l'historien Khan, à peu près, je suis rendu au quart du livre, puis je te dirais, le tiers des citations viennent de cet historien Khan. Puis il n'y a pas d'auteurs qui vont me parler de l'Inde, qui vont sourcer des informations de textes perses comme ça. Ensuite de ça, donc des sources françaises, des sources de l'Empire moghol et des sources musulmanes. Et donc, nous sommes rendus à la fin de la section gratuite. Si vous écoutez en redifféré, pour aller écouter la version complète, vous allez devoir vous abonner sur YouTube. Vous allez dans la section souscription, vous voyez les contenus réservés aux membres ici. Vous pouvez aussi vous abonner sur yanrojdi.com, sur yanrojdi.substack.com. Vous allez dans la section podcast. Ici, vous allez avoir tous les contenus réservés aux membres qui ne sont pas censurés ici aussi. Donc, sur yanrojdi.com et sur Substack, il n'y a pas de droit d'auteur. Et je vous rappelle qu'on est dans la grosse saison morte. Chaque don compte, 2$, 5$. Présentement, pour le moment, je ne serai pas capable de faire de déplacement en début d'été. Je voulais faire de la taverne mobile, je voulais faire des vox pop pendant la campagne électorale. J'ai pas pu. Je me suis dit que je voulais faire des débats et des entrevues. Pas eu de don. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout le monde est occupé. Tout le monde, c'est le début du printemps, tout le monde est dehors. Mais donc, cher Patricien, j'ai besoin de vous. C'est un appel à l'aide. On continue. Donc, une guerre mondiale avec des armes européennes, des tactiques de guerre européennes, des conflits en Ohio, aux Philippines, à Cuba, au Nigeria et sur les plaines d'Abraham et dans le marais de Placé en Inde. J'espère que vous êtes prêts pour ce voyage qui aura lieu au prochain épisode.
le vrai récit de la guerre de 7 ans. J'espère que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, j'ai besoin de vous pour envoyer des dons. On n'a pas eu de dons. Une autre journée sans dons. Si vous n'êtes pas capable de continuer le financement du Rochdisme, je dois mettre le frein aux opérations d'influence étrangère. Donc, pour supporter le Rochdisme, il faut envoyer des dons. Interact, Gifts and Go, Buy Me a Coffee, Ethereum, Bitcoin, YouTube. Vous pouvez payer des abonnements. Je vous rappelle que, très important, vous allez dans la section souscription, vous avez le contenu réservé aux membres parce que demain, ce podcast sera seulement pour les gens qui payent. Vous pouvez vous abonner sur yanrojdi.com et envoyer encore plus d'argent parce que j'ai plus d'argent dans le pourcentage des cotes via Stripe et yanrojdi.com utilise Stripe. Vous pouvez envoyer des dons via Substack en vous abonnant et en partageant les infolettres payantes et gratuites. yanrojdi.substack.com. Ici, ça, c'est le Gifts and Go, la taverne mobile et évidemment Buy Me a Coffee. Je vous mets le petit code QR ici. Donc, sans vous, je ne peux pas poursuivre ce travail. Et là, présentement, comme j'ai dit tantôt, je ne peux pas faire de déplacement. Je ne peux pas rien faire de spécial. Donc, j'ai besoin de vous pour continuer à envoyer des dons. Je vous salue les gens dans le chat. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit mercredi pour un épisode de la Révolution Viriliste. Bonne soirée. Anytime you try to argue in good faith with somebody who wants to steal from you, you try to argue in good faith with somebody who is not going to Iron Man your arguments. You're going to give them every intellectual consideration possible. They're going to give you none. Anytime you even open your mouth to do anything that's not derision, you're losing. You're accepting their proposition that what you know, the same way you know that the sky is blue, what an American is, when you accept that your knowledge of that can be affected by somebody's paragraph, you're already losing. Ce que Elon Musk a fait, c'est de la science politique appliquée, comme le Rochdisme. Et son hypothèse, c'était très simple. Qu'il y avait une classe managériale professionnelle qui avait rendu à perfection un système de chantage moral à travers lequel tout le tiers-monde souffrait pour vendre des indulgences de sales gauchistes humanitaires. Azathoth. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People, pour faire croire aux gens qu'il y a une démocratie et un état de droit, quand il n'y a que la force brute et les cartels et les oligarchies et les centrales syndicales. Faut pas se cacher. Dans la real politique, sur le plancher des vaches, c'est évident que les empires ont des revendications impériales. Puis un empire, donc, ça utilise sa puissance pour projeter son influence et construire un empire de plus en plus gros. À peu près tous les empires sont en croissance. C'est le jeu. Le jeu de l'empire, c'est agglomérer des États, des nations, des cultures, des peuples pour essayer de créer quelque chose d'encore plus gros. Et c'est une autre des raisons pourquoi Pierre Poilievre, il n'y a pas tant de chances que ça de gagner les élections présentement. Donc, il ne faut pas que vous attendiez à une bonne surprise au Canada cette année-ci. T'es pas un souverainiste? Je suis un sécessionniste américain. Donc, j'ai accepté le projet du 51st State, malgré que je crois qu'on devrait être plutôt 6 États que 1. Sinon, ça va faire un Californie 2.0. Tout va bien aller, mesdames et messieurs. Tout va bien aller. Du jamais vu en 127 ans! On est un pays nordique. On a inventé la motoneige, la souffleuse, mais on n'est pas capable de gérer une tempête de neige. Donc là, il se passe quelque chose.
Les avions tombent du ciel. Le Québec gère pas les tempêtes de neige. Et c'est la même gang qui veut un tramway à Québec, en passant. Et la même gang qui ont lancé le plus grand projet d'infrastructure qu'on n'a jamais vu de notre vivant. Un fucking TGV construit par la Société des sorcières. Vous voulez être certain que je le prenne pas? Construisez-le. C'est une société de dépendance, une société de location. Et c'est très triste ce qui est arrivé au Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Donc, si vous parlez de QI en lien avec les ethnies, extrême droite. Si vous parlez de démographie en lien avec les ethnies, extrême droite. Si vous parlez de déclin de civilisation chrétienne, de déclin de la fertilité des Blancs, extrême droite. Si vous parlez de décadence culturelle, décadence civilisationnelle, si vous aimez Gavin McInnes et les Proud Boys, extrême droite. Si vous soutenez la sorcière opératrice russe Laura Saturn, extrême droite. Et évidemment, si vous partagez études de cas, fake news, le média russe, RT News, RT Média, vous faites partie aussi de l'extrême droite. Évidemment, il se passe que les hommes ont compris. Vous avez le pouvoir. Je ne vais pas te défendre. T'es-tu folle, rien qu'un peu? T'as aucune crise d'idée c'est quoi de défendre de la population mettant ta vie en jeu contre un mort vivant. Parce que des bonnes femmes comme toi, c'est elles qui vont être les procureurs puis les juges puis les jurés qui vont me juger en cours parce que j'ai osé défendre une femme. Donc c'est terminé. Défendre les femmes. Dans un monde de bonnes femmes, dans un monde matriarcal comme le nôtre, dans un monde sans virilisme rochdien, vous ne serez pas défendus par les hommes, chères femmes. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te détrousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Oui, oui, vous pensiez ce soir que Joe Lindigo était le radical. Mais en fait, c'est le rochdisme qui va à la racine réelle du problème au Québec. Bon. Pourquoi Mark Zuckerberg veut plus d'énergie masculine comme le rochdisme contre les bonnes femmes qui parlent en langue? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. Donc, The Conversation, les gauchistes, les sorcières sont virées folles et elles s'auto-incriminent dans le cadre de la nouvelle inquisition. Les dossiers sont pleins! On sait plus quoi faire, asti! On a trop de dossiers ouverts avec Jean-François Gariépi. Et là, faut vous mettre quelque chose d'autre. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Nous résistons, luttons avec ferveur et constance pour un avenir où régnera l'or et Donc, la foi. plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le Russe. Dans les ténèbres, un cri résonne, le rochdisme
une idée qui naît pour briser les chaînes. Sans opposition, la résistance s'organise, se prépare, se dresse. Siam Rochdi, un nom qui s'élève, son histoire, un phare dans la nuit. Il guide les âmes, il les soulève vers la vérité, il nous prédestine. L'aube de la résistance, c'est notre chant contre les GAFA, les sorcières et les morts vivants. Nous nous dressons avec ardeur et défiance, un nouvel ère de liberté et de virilisme. Chaque épreuve, chaque chute, un enseignement. Nous devenons plus forts, antifragiles. Dans la résistance, notre vérité. Dans la bataille, notre destinée. Les chrétiens se lèvent avec foi et courage. Exorciser les démons, chasser les sorcières. Dans la prière, guérir les malades. La conquête de l'âme, notre vrai exploit. L'aube de la résistance, c'est notre chant contre les GAFA, les sorcières et les morts vivants. Nous nous dressons avec ardeur et défiance, un nouvel ère de liberté et de virilisme. L'aube de la résistance, c'est notre cri contre les ombres, contre les tyrans. Le phare dans la nuit qui transpire pour un monde nouveau où triompherait l'ordre et la grandeur. Vers notre cri, un phare dans la nuit, contre les GAFA, les sorcières et les morts vivants. La résistance avec ardeur et défiance, une nouvelle voie vers la vérité. Une révolution viriste avec Yann Rochdi, en s'emparant de la vie. La résistance avec ardeur et défiance, une nouvelle voie vers la vérité avec Yann Rochdi. La résistance.